Joseph Roy Metheny est né le 2 mars 1955 à Baltimore, aux États-Unis. Il est l'un des 6 enfants d'une famille où règne la précarité et le désordre. La plupart du temps, aucun adulte ne prend véritablement soin des enfants car leur père, alcoolique, dilapide tout l'argent du foyer dans l'alcool, tandis que leur mère, accablée par les responsabilités, travaille sans relâche pour subvenir aux besoins de la famille. Lorsque Joseph a 6 ans, son père meurt dans un accident de voiture. Dès lors, toute la charge familiale repose sur les épaules de la mère et les enfants reçoivent encore moins d'attention. Elle cumule plusieurs emplois, travaillant comme serveuse tout en conduisant un camion de restauration afin de pouvoir régler les factures et nourrir sa progéniture. Faute de stabilité à la maison, les enfants sont régulièrement placés temporairement dans d'autres familles dans le cadre d'un programme de placement familial. Ce dispositif vise à leur offrir un environnement sécurisé jusqu'à ce qu'ils puissent être rendus à leurs parents biologiques ou, dans certains cas, adoptés par la famille d'accueil. C'est à cette période que Joseph commence à accumuler un stress important, ce qui provoque chez lui des troubles alimentaires et une prise de poids. En 1973, à l'âge de 18 ans, il s'engage dans les forces armées des États-Unis et est envoyé en Allemagne. Durant son service militaire, il sombre dans la consommation de substances illicites, développant une dépendance qui transforme profondément son comportement. Ce changement marque le début d'une série de difficultés dont la gravité ne sera pleinement reconnue par son entourage qu'après un certain temps. La mère de Joseph commença à remarquer que son fils s'éloignait de plus en plus du cercle familial. Ses camarades le surnommaient ironiquement « bébé », en raison de sa grande taille et de son obésité. Peu à peu, sa dépendance fit de lui le reflet de son propre père. Il se mit à fréquenter les bars et à vivre dans la rue, aux côtés de sans-abri qui avaient installé des abris de fortune dans le sud de Baltimore. C'est dans cet environnement précaire qu'il rencontra une femme dont l'identité reste inconnue. De cette union naquit un fils. Apprenant cette naissance, Joseph trouva un emploi dans une entreprise. Tout semblait alors rentrer dans l'ordre. Considéré comme un homme intelligent et cultivé, il cachait pourtant sa dépendance aux autres. Mais tout bascula un soir de juillet 1994. Joseph était encore au travail. Il utilisait un palan pour une entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente de planches de bois. Ce soir-là, il resta plus tard que d'habitude. Une fois sa tâche accomplie, il rentra chez lui comme à son habitude. En ouvrant la porte de la maison, il constata qu'il était seul. Ni sa compagne, ni leur fils de 6 ans n'étaient présents. Rapidement, il comprit que sa compagne avait rassemblé ses affaires et quitté le domicile. À la vue de la maison vide, une colère noire s'empara de lui. Ce n'était pas tant la perte de cette femme, elle aussi dépendante, qui le bouleversait. Il l'avait toujours méprisée, la traitant comme une moins que rien. Ce qui le dévastait, c'était la disparition de son fils, pour lequel il éprouvait un amour profond. Dans les jours qui suivirent, il entreprit de les rechercher partout, en vain. Ce n'est qu'après 6 mois qu'il apprit, par des tiers, qu'on les avait vus en compagnie d'un homme qui forçait la femme à se prostituer en échange de substances illicites. Quelques jours plus tard, l'ancienne compagne de Joseph, ainsi que ses complices, furent arrêtés pour consommation et transport de produits stupéfiants. L'enfant, quant à lui, fut immédiatement retiré de cet environnement pour cause de négligence et de mauvais traitements. Joseph ne pouvait rien faire pour récupérer la garde de son fils. Submergé par l'impuissance, il nourrissait une haine féroce à l'égard de son ancienne compagne et de son nouveau partenaire. Convaincu qu'il devait répondre de leurs actes, il se mit en tête de les retrouver coûte que coûte. Il découvrit qu'ils avaient été relâchés et que la seule conséquence judiciaire avait été le retrait de l'enfant. Désormais, il vivait sous un pont, au sein d'un groupe de toxicomanes, dans une grande précarité. Joseph entreprit de les localiser, mais ses recherches restèrent infructueuses. Au cours de ses errances, il tomba cependant sur 2 individus allongés sur un vieux matelas, souillés et abandonnés. En les observant, un flot de colère remonta en lui, ravivant le souvenir douloureux de la perte de son fils. Submergé par une rage aveugle, il s'attaqua à eux avec une hache, les frappant à mort. Il dissimula ensuite les corps dans les buissons voisins, puis reprit sa traque dans les quartiers alentours. Plus tard dans la nuit, sous d'autres ponts proches du lieu du crime, il aperçut 2 femmes. Il s'en approcha et leur demanda si elles savaient où se trouvait son ancienne compagne. L'une d'elles s'éloigna de quelques mètres et Joseph la suivit. Lorsqu'il la questionna, elle, manifestement sous l'effet de substances, resta confuse et ne répondit pas de manière cohérente.
Perdant patience, Joseph l'agressa, la viola, puis la tua. Il traîna son corps jusque dans les fourrés. La seconde femme subit le même sort. Alors qu'il s'apprêtait à abandonner son corps près de l'autre, Joseph remarqua un vieil homme assis au bord de la rivière, en train de pêcher. Ce dernier, témoin involontaire de la scène, regardait dans sa direction. Joseph ramassa alors un tuyau de fer parmi les détritus, s'approcha du pêcheur et l'attaqua brutalement. Pris par surprise, l'homme n'eut pas le temps de se défendre et succomba à une série de coups violents. Lorsque Joseph reprit ses esprits et prit conscience de ce qu'il venait de faire, il transporta les corps jusqu'à la rive du fleuve, sur le quai de Baltimore, et tenta de les dissimuler sous des amas de pierres. Ensuite, il se lava dans la rivière Patapsco pour effacer toute trace. Cette nuit-là, en l'espace d'environ 7 heures, Joseph ôta la vie à 5 personnes. Un soir de l'année 1994, Joseph fit la connaissance de Cathy Ann Magaziner, âgée de 39 ans. Ensemble, ils consommèrent des substances illicites. Lorsque la femme refusa d'avoir un rapport sexuel avec lui, Joseph la saisit par le cou et l'étrangla jusqu'à ce que mort s'ensuive. Il enterra ensuite le corps dans une fosse peu profonde, creusée dans les bois situés derrière l'usine, sans éveiller le moindre soupçon. 6 mois plus tard, il déterra le cadavre, en sépara la tête, qu'il jeta dans une benne à ordures. Le reste du corps demeura sur place pendant plusieurs années, non découvert. Le 2 août 1995, les corps de 2 sans-abri furent retrouvés. L'enquête permit de les identifier comme étant Randall Brewer et Randy Piker. Cette même nuit, plusieurs témoins affirmèrent avoir vu un homme corpulent rôder près des ponts. Grâce à leurs témoignages, Joseph fut identifié, placé en garde à vue, puis inculpé de meurtre. Privé de liberté sous caution, il fut détenu pendant 18 mois dans un centre de détention à Baltimore, en attendant son procès. Toutefois, au terme de 5 jours d'audience, il fut relaxé faute de preuves. L'enquête démontra finalement que les crimes avaient été commis par un autre individu, lui aussi sans domicile fixe. Après sa libération, Joseph prit contact avec son ancien employeur et demanda à être réintégré. Son superviseur, convaincu qu'il était un ouvrier fiable, accepta sa requête. Il lui permit également de passer la nuit dans une petite caravane stationnée sur le terrain de l'entreprise. En échange, Joseph devait assurer la surveillance des lieux. Il reçut alors les clés de l'ensemble de la propriété. Le superviseur ignorait les véritables intentions de Joseph. Le bâtiment, situé à l'extrémité d'une rue isolée, loin des regards, offrait un cadre idéal pour lui permettre de donner libre cours à ses pulsions les plus sombres. En novembre 1996, Joseph fit la connaissance de Kimberly Lynn Spicer. Lorsque celle-ci refusa d'avoir une relation sexuelle avec lui, il la poignarda à mort. Il enterra ensuite le corps dans l'enceinte de l'usine où il travaillait, à l'abri des regards. Dans les jours qui suivirent, il entreprit de découper des morceaux de chair sur le cadavre. Il les plaça dans des récipients hermétiques qu'il rangea dans un réfrigérateur situé sur le site. La même semaine, il installa un stand de vente de hamburgers. Il y mélangea de la viande porcine et bovine avec de la chair humaine, à l'insu des clients. Aucun consommateur ne nota de différence de goût. Joseph déclara même plus tard que plusieurs personnes lui avaient confié qu'il s'agissait des meilleurs hamburgers qu'elles aient jamais mangés. L'activité se poursuivit sans encombre, jusqu'au moment où il vint à manquer de ce qu'il appelait son ingrédient spécial. Le 8 décembre 1996, Joseph fit la connaissance de sa nouvelle victime, Rita Kemper. Ils avaient l'habitude de consommer des substances ensemble dans sa caravane. Un soir, lorsqu'il tenta de lui arracher ses vêtements, elle se débattit violemment et poussa des cris de désespoir. N'obtenant aucune aide de l'extérieur, Rita réussit à sauter hors de la caravane et à s'enfuir en courant. Joseph la rattrapa et la ramena de force à l'intérieur. Il lui déclara alors son intention de la tuer. Malgré cela, Rita parvint à s'échapper une seconde fois. Elle atteignit une clôture en barbelé qu'elle réussit à franchir malgré ses blessures. Elle gagna ensuite l'autoroute où un chauffeur de poids lourd la remarqua et la prit à bord. Il la conduisit jusqu'à un atelier de réparation automobile à proximité, d'où elle contacta la police. Pendant ce temps, Joseph, conscient qu'il allait être recherché, rassembla ses affaires. Lorsqu'il sortit de la caravane, les forces de l'ordre étaient déjà sur place. Elles lui ordonnèrent de se coucher au sol avant de procéder à son interpellation. Il fut placé en garde à vue et interrogé. Face aux enquêteurs, il nia l'ensemble des accusations formulées à son encontre.
Rita déclara aux policiers que Joseph l'avait menacée de la tuer, comme les autres femmes, selon ses dires, enterrées non loin de là. Il réfuta ces propos, affirmant que leurs actes avaient été consentis. Faute de preuves suffisantes, il fut relâché. Redoutant une fouille des lieux par les autorités, Joseph contacta un ami pour lui demander de l'aider à exhumer le corps de Kimberly Lynn Spicer, toujours enterré dans l'enceinte de l'usine. Le 15 décembre 1996, ce même ami alerta les forces de l'ordre et affirma que Joseph lui avait demandé de l'assister dans le déplacement du cadavre, situé à proximité de sa caravane. Lorsque les forces de l'ordre arrivèrent sur les lieux, elles procédèrent de nouveau à l'arrestation de Joseph ainsi qu'à celle du propriétaire de l'entreprise, soupçonné de complicité. Les enquêteurs demandèrent à Joseph d'indiquer l'endroit où Kimberly Lynn Spicer avait été enterrée. Il désigna l'emplacement, et le corps de la jeune femme y fut effectivement retrouvé. Le même jour, au cours de l'interrogatoire, Joseph avoua d'autres crimes, notamment le meurtre de Cathy Ann Magaziner. Il guida les autorités jusqu'à l'endroit où il avait dissimulé le corps. Une fosse peu profonde y fut mise au jour, contenant des restes humains. Bien qu'une grande partie du crâne ait disparu, l'identification permit de confirmer qu'il s'agissait de Cathy Ann Magaziner. Quelques jours plus tard, Joseph déclara être un tueur en série et affirma avoir ôté la vie à 13 personnes. Selon ses propos, il aurait abandonné plusieurs corps près de la rivière Patapsco sans que ceux-ci ne soient jamais retrouvés. Il reconnut également avoir démembré la majorité de ses victimes en conservant certains morceaux de chair dans le but de les consommer ultérieurement. C'est à partir de là qu'il aurait conçu l'idée d'ouvrir un stand de restauration dans lequel il mélangeait de la viande humaine à de la viande porcine et bovine. Cette révélation suscita l'indignation générale. Avec le temps, des doutes commencèrent à apparaître quant à la véracité de l'ensemble de ses déclarations. Joseph fut interrogé quotidiennement dans une petite salle où les enquêteurs cherchaient à vérifier ses dires afin de clore les dossiers non résolus. Joseph fut transféré chaque jour d'un endroit à un autre afin d'indiquer les lieux où il aurait abandonné les corps de ses autres victimes. Cependant, 1 mois s'écoula sans que la moindre dépouille ne soit retrouvée. À ce stade, les enquêteurs ignoraient s'il disait la vérité ou s'il était en proie à des délires. Ses déclarations paraissaient si invraisemblables qu'elles remettaient en question sa crédibilité. L'un des problèmes majeurs résidait dans le fait que Joseph Metheny était un menteur habile, capable d'inventer des récits cohérents avec une grande aisance. En 1997, un procès fut intenté concernant l'agression de Rita Kemper, la dernière femme à avoir échappé à ses griffes. Metheny fut condamné à 50 ans de prison pour tentative d'enlèvement suivie de tentative de meurtre. En 1998, il reconnut officiellement le meurtre de Cathy Ann Magaziner. Le 14 juillet 2000, il fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Jusqu'à aujourd'hui, nul ne sait avec certitude si Joseph mentait sciemment ou si son esprit troublé l'avait amené à confesser des crimes qu'il n'avait pas commis. Aucune preuve matérielle n'a permis de corroborer ses aveux concernant les autres meurtres. A-t-il réellement tenu un stand de hamburgers où il aurait vendu de la viande issue de ses victimes? Cette affirmation demeure sans fondement. En fin de compte, seuls 2 meurtres purent être prouvés par la justice. Il était manifestement instable sur le plan mental, ce qui l'amena à formuler de nombreuses fausses déclarations. Lors d'un entretien, il déclara « Je ne dirai jamais que je regrette ce que j'ai fait, car je mentirais. Je suis plus que prêt à donner ma vie pour mes actes. Que Dieu me juge. Il peut même m'envoyer en enfer pour l'éternité, j'en profiterai. » Le samedi 5 août 2017, Joseph Metheny fut retrouvé mort dans sa cellule aux environs de 15 heures, au centre correctionnel de Cumberland Township, dans l'État du Maryland. Il était âgé de 62 ans. La cause exacte de son décès demeure inconnue à ce jour. Cette affaire illustre de manière frappante que les aveux formulés par des meurtriers ne sont pas toujours fiables. Nombre d'entre eux reconnaissent des crimes qu'ils n'ont pas nécessairement commis, parfois dans le seul but d'attirer l'attention sur eux ou de renforcer leur image de tueur. Tout s'est passé le 10 décembre 2021. Ce jour-là, Cruz Magwad, un enseignant de 48 ans, se trouvait à l'école élémentaire Boyan, où travaillait également sa femme, Lovella Magwad, directrice de l'établissement. Il participait aux travaux de rénovation du bâtiment. Vers 15 heures, son téléphone a sonné. C'était leur voisin. En passant devant leur maison,
Celui-ci avait remarqué quelque chose d'inhabituel, laissant penser à une tentative d'effraction. Bien qu'il ne soit pas entré dans la maison, il avait jugé important de prévenir Cruz sans attendre. Ce dernier a immédiatement appelé sa femme, qui était absente, pour lui demander de rentrer chez eux. Il a ensuite interrompu son activité et s'est précipité à leur domicile. À ce moment-là, l'on pense que les enfants de la famille Magwad se trouvent à la maison. Gwyn, âgé de 18 ans, Chryzel, 16 ans, également connu sous le nom de Louis, ainsi que leur fille récemment adoptée, Janice, 17 ans. Il est 15h15 lorsque Cruz s'arrête devant la demeure. Celle-ci paraît anormalement silencieuse. En jetant un coup d'œil par la fenêtre, il remarque une couverture tachée de ce qui semble être du sang près de la porte d'entrée. Il tente d'appeler les enfants, mais n'obtient aucune réponse. Il se dirige alors vers la porte arrière et entre discrètement dans la maison. Un silence pesant y règne. Jetant un rapide coup d'œil au rez-de-chaussée, Cruz s'arrête dans le salon. Il y découvre sa fille Gwyn, inerte, étendue sur le sol. Il avait aperçu de l'extérieur une couverture qui la recouvrait. En la soulevant, Cruz constate que le corps de la jeune fille est gravement mutilé, notamment au niveau du cou. Non loin de là, près de l'entrée principale, se trouve son frère Louis. Ses mains et ses pieds sont ligotés et sa bouche est bâillonnée. Le corps du jeune homme présente lui aussi de nombreuses blessures traumatiques. Vu l'état de la maison et la quantité de sang, il ne faisait aucun doute que les événements s'étaient déroulés tout récemment. Cependant, Cruz n'y a pas pensé sur le moment. Rongé par l'angoisse, il poursuit ses recherches pour retrouver Janice. Lorsqu'il l'aperçoit, elle sort d'une pièce en poussant des cris. Ses cheveux sont mouillés et son visage, livide, témoigne de l'horreur qu'elle vient de vivre. Tremblante, elle parvient à peine à prononcer quelques mots. En la voyant, Cruz tente de reprendre ses esprits. Il la conduit au rez-de-chaussée et contacte immédiatement la police. À leur arrivée, les agents comprennent aussitôt qu'ils sont face à l'une des affaires les plus éprouvantes de leur carrière. Une fois remise, Janice leur déclare qu'elle a été agressée. Une évidence au vu de la scène. La maison est dans un désordre total. Tous les placards sont ouverts et les effets personnels éparpillés sur le sol. À première vue, il s'agirait d'un cambriolage. Toutefois, la police comprend rapidement que l'apparence seule ne suffit pas à confirmer cette hypothèse. Pour en avoir le cœur net, il est nécessaire de vérifier si des objets de valeur ont effectivement disparu du domicile. Parallèlement, l'enquête cherche à établir si les époux Magwad peuvent être liés, de quelque manière que ce soit, à l'incident. Les premiers éléments recueillis par les forces de l'ordre concernent donc les alibis. Au fil de l'enquête, l'attention des enquêteurs se porte sur la chambre dans laquelle se trouvait Janice au moment de l'agression. Malgré le désordre généralisé observé dans la maison, cette pièce apparaît nettement plus ordonnée que les autres. Bien que cela ne constitue pas une preuve en soi, ce n'est pas non plus ce à quoi l'on s'attend dans un cambriolage classique. Par la suite, une inspection plus approfondie de la maison ainsi que de ses abords a permis de faire d'importantes découvertes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Une chemise maculée de ce qui semble être du sang a notamment été retrouvée près de la porte d'entrée. L'on a supposé qu'elle aurait pu appartenir à l'agresseur qui s'en serait débarrassé en tentant de prendre la fuite. Un autre élément de preuve a été découvert à plusieurs centaines de mètres du domicile. Un sac en plastique contenant divers objets tachés de sang. Il gisait dans un fossé. Tous ces indices laissent penser que quelqu'un a délibérément tenté d'effacer les traces de son passage. D'heure en heure, l'atmosphère dans la maison devenait de plus en plus oppressante. Un nouvel examen des pièces a permis de retrouver un couteau au manche endommagé, une machette, une batte de baseball et un marteau. La nature des blessures infligées, ainsi que la présence de ces objets, témoignent de l'extrême violence de l'agression. Par la suite, une inspection plus approfondie de la maison ainsi que de ses abords a permis de faire d'importantes découvertes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Une chemise maculée de ce qui semble être du sang a notamment été retrouvée près de la porte d'entrée. L'on a supposé qu'elle aurait pu appartenir à l'agresseur
qui s'en serait débarrassé en tentant de prendre la fuite. Un autre élément de preuve a été découvert à plusieurs centaines de mètres du domicile. Un sac en plastique contenant divers objets tachés de sang. Il gisait dans un fossé. Tous ces indices laissent penser que quelqu'un a délibérément tenté d'effacer les traces de son passage. D'heure en heure, l'atmosphère dans la maison devenait de plus en plus oppressante. Un nouvel examen des pièces a permis de retrouver un couteau aux manches endommagées, une machette, une batte de baseball et un marteau. La nature des blessures infligées ainsi que la présence de ces objets témoignent de l'extrême violence de l'agression. Cependant, la situation s'est compliquée du fait que tous les objets retrouvés appartenaient à Cruz lui-même, ce qu'il avait d'ailleurs déclaré honnêtement à la police. Par ailleurs, alors que les agents établissaient l'inventaire des éléments de preuve, une autre anomalie a attiré leur attention. Il semblerait qu'une machine à laver ait été en marche pendant l'incident. Aucun vêtement récemment lavé n'a toutefois été retrouvé dans la maison. Bien que la raison pour laquelle la machine fonctionnait n'ait jamais été clairement établie, cet élément laisse penser que les agresseurs ont tenté d'effacer toute trace de leur présence sur les lieux. Compte tenu de l'ampleur sans précédent de l'incident, les autorités locales ont immédiatement lancé des recherches afin d'identifier d'éventuels suspects. Peu à peu, l'affaire a profondément bouleversé l'ensemble de la société philippine. Afin d'accélérer le processus judiciaire, les autorités ont annoncé une récompense pour toute information susceptible de faire progresser l'enquête. Cette mesure témoigne une fois de plus de la gravité exceptionnelle des faits. L'autopsie, entamée le 13 décembre 2021 et réalisée sur plusieurs jours, a révélé que Gwyn avait reçu 32 coups de couteau. Certaines blessures étaient si profondes qu'elles avaient gravement endommagé les tissus internes à divers endroits du corps. Par ailleurs, le corps de la jeune fille présentait des traces de coups portés à l'aide d'un objet contondant, vraisemblablement un marteau ou une batte de baseball retrouvée sur les lieux. Les blessures observées au niveau du dos des mains suggèrent qu'elle a tenté de se défendre. Quant à Louis, l'autopsie a révélé qu'il avait reçu 51 coups de couteau. Certaines blessures étaient si profondes qu'elles atteignaient les os ainsi que les organes internes. Le cou du jeune homme présentait également des marques rouges, ce qui pourrait indiquer une tentative de strangulation. Contrairement à sa sœur, le corps de Louis ne montrait aucun signe de lutte ou de résistance active. Des traumatismes causés par un objet contondant ont toutefois été constatés au niveau des membres et du torse. Compte tenu du nombre et de la nature des blessures infligées, les enquêteurs ont écarté l'hypothèse d'un cambriolage ayant mal tourné. Bien que la maison de la famille Maguad ait semblé avoir été forcée, aucun objet de valeur n'a disparu, à l'exception du téléphone portable de Gwyn. Tous ces éléments tendent à suggérer que les auteurs des faits connaissaient vraisemblablement leurs victimes. Peu après la publication des résultats de l'autopsie, les premières spéculations concernant une possible implication de Janice ont commencé à circuler dans l'espace médiatique. Cette suspicion s'expliquait principalement par le fait qu'elle était la seule survivante du drame. Quoi qu'il en soit, les accusations à son encontre se sont rapidement multipliées et certains internautes sont même allés jusqu'à proférer des menaces à son égard. Sous la pression de l'opinion publique, la police a décidé de procéder à son audition. Au cours de l'interrogatoire, Janice a présenté sa version des faits. Selon elle, au moment des événements, elle se trouvait dans la chambre avec Gwyn, tandis que Louis était dans le salon. À un certain moment, elles auraient entendu des cris, puis aperçu 3 hommes faisant irruption dans la maison. Janice affirme que Gwyn et elle sont descendues en courant pour venir en aide à Louis, mais qu'en apercevant des armes entre les mains des inconnus, elle est aussitôt remontée à l'étage, s'est enfermée à double tour dans sa chambre et s'est cachée sous le lit. Ne pouvant appeler la police et craignant d'être repérée, Janice a décidé d'écrire un message sur le forum de discussion familiale qu'elle a ensuite tenté de transmettre à sa mère d'accueil. Cette dernière, toutefois, n'a pas réagi. Au bout d'un moment, prise de panique, la jeune fille a publié un second message sur les réseaux sociaux. Le texte de ce message était le suivant. « Au secours, quelqu'un s'est introduit dans notre maison. Je ne veux pas mourir. Je me cache sous le lit de ma chambre. À l'aide. » Selon Janice, elle a supprimé le message quelques minutes plus tard.
de peur que l'un de ses agresseurs ne le voie et ne la repère. Elle a ensuite tenté de joindre à nouveau sa mère d'accueil, mais celle-ci n'a pas répondu. Lovella n'a rappelé Janice qu'après avoir pris connaissance du message. Toujours selon la jeune fille, elle était alors bien trop terrifiée pour décrocher. Janice a finalement changé son nom d'utilisateur sur les réseaux sociaux et a éteint son téléphone. Dès que le calme est revenu dans la maison, elle est sortie de sa cachette. Cependant, elle n'est pas descendue au rez-de-chaussée mais s'est rendue dans la salle de bain pour prendre une douche et tenter de se calmer. C'est à ce moment-là que Cruz est rentré chez lui. À première vue, le récit de Janice paraît crédible. Toutefois, plusieurs incohérences soulèvent des interrogations. Par exemple, la jeune fille affirme s'être enfermée dans sa chambre peu après le début de l'agression. Or, cette pièce présentait elle aussi des signes de désordre. Pourquoi une chambre censée avoir été verrouillée aurait-elle été fouillée? Par ailleurs, Janice soutient que la première victime a été Louis, ce qui contredit les conclusions de l'expertise médico-légale, selon lesquelles Gwyn aurait été attaqué en premier. Cette contradiction entre son témoignage et les éléments matériels a conduit la police à approfondir l'enquête la concernant. Les soupçons s'intensifiant, la police a également décidé de vérifier le témoignage du père adoptif de Janice, Cruz. Au cours de l'entretien, il est apparu clairement que la version des faits rapportée par Janice avait évolué. Elle avait d'abord affirmé avoir éteint son téléphone peu après l'agression. Or, Cruz s'est souvenu l'avoir appelé sans obtenir de réponse, alors que l'appareil semblait encore actif. Par ailleurs, Cruz a fourni des précisions sur les objets utilisés comme armes lors de l'attaque, ce qui a éveillé de nouveaux soupçons. On a ainsi appris que la batte de baseball appartenait initialement à Louis. Il l'a gardée dans sa chambre, près de son lit. Lorsque Janice a emménagé dans la maison, elle a occupé cette même chambre et la batte y est restée. Quant au marteau, également utilisé pendant l'agression, il appartenait à Cruz, qui le rangeait habituellement derrière la machine à laver. Selon lui, seules 3 personnes connaissaient cet emplacement, lui-même, Gwyn et Janice. Au fil du temps, le témoignage de Janice a suscité un nombre croissant d'interrogations. Cela s'explique en partie par une conversation entre la police et l'un des livreurs. Selon ses déclarations, il serait arrivé au domicile des Magua d'environ 20 minutes avant que le voisin de Cruz ne passe son appel. Après avoir envoyé un message pour signaler sa présence, le livreur n'a reçu aucune réponse. Il est alors sorti de son véhicule et s'est approché de la maison afin de jeter un œil à l'intérieur. Quelques instants plus tard, il aurait aperçu une jeune fille qui l'a regardé avant de s'éloigner. Bien que le livreur n'ait pas été en mesure d'identifier formellement cette personne, cet élément a conduit les enquêteurs à s'interroger. Janice se trouvait-elle réellement dans sa chambre au moment de l'agression? Un autre élément déterminant concerne l'état de la porte d'entrée. Celle-ci était verrouillée de l'intérieur et ne présentait aucune trace d'effraction. Cela laisse supposer que les auteurs connaissaient bien les occupants de la maison. L'absence d'effraction a permis de réduire le cercle des suspects potentiels à 3 personnes. Cruz, qui se trouvait ailleurs au moment des faits, son épouse Lovella, alors en déplacement professionnel, et Janice, dont la présence dans la maison était confirmée. Cependant, l'enquête a été compliquée par le fait que Janice était mineure. Aux Philippines, l'arrestation d'un adolescent en l'absence de preuves matérielles constitue un véritable défi juridique. La police a donc pris le temps nécessaire avant de procéder à son interpellation et de la placer sous la garde du ministère de la Protection sociale. Un peu plus tard, le 15 décembre 2021, il a été révélé que les empreintes digitales de Janice avaient été retrouvées sur l'ensemble des objets utilisés lors de l'agression. Bien que cette découverte constitue un élément de preuve important, elle ne suffit pas à établir une implication directe de la jeune fille. En effet, Janice avait vécu dans la maison, et ses empreintes pouvaient très bien s'y trouver à la suite d'une utilisation quotidienne et non suspecte de ces objets. Quelque temps plus tard, au cours d'un examen de la chambre de Janice, sa mère adoptive, Lovella, a découvert un formulaire papier destiné à recueillir des informations relatives aux personnes à contacter en cas d'urgence. Le document appartenait à Esmeraldo Canelo Jr., 17 ans, également connu sous le nom d'Aldo. Il travaillait à l'église et connaissait Janice depuis l'enfance.
Cette découverte a conduit la police à ouvrir une enquête sur une possible implication d'Aldo dans le crime. Des éléments de preuve sont rapidement venus confirmer ces soupçons. Un témoin a notamment déclaré avoir vu Aldo déposer Janice devant son domicile peu avant les faits. Un autre a affirmé avoir aperçu un jeune homme, identifié plus tard comme Aldo, demander son chemin à proximité du lieu de l'agression. Le 16 décembre de la même année, Janice a rencontré son avocat et lui a fait des aveux circonstanciés. Il convient de souligner que la jeune fille a reconnu non seulement sa propre implication dans les événements, mais également celle du jeune homme âgé de 21 ans ainsi que celle de leur ami commun, Esmeraldo Canelo Jr. Elle a également expliqué que c'était la jalousie qu'elle éprouvait envers ses parents adoptifs qui l'avait poussée à agir de la sorte. Selon ses dires, son frère et sa sœur l'empêchaient de bénéficier pleinement de leur affection et de leur attention. En d'autres termes, Janice a présenté sa motivation comme le désir de devenir l'enfant privilégié de la famille après des années de souffrance et d'humiliation. Toujours selon elle, en éliminant Gwyn et Louis, elle espérait capter seule l'amour et le soutien de ses parents adoptifs. Le 18 décembre, Janice a formulé des aveux officiels. La police a ensuite retrouvé Aldo, qui a immédiatement reconnu sa participation aux faits. Des analyses médico-légales ont par la suite confirmé que le sang retrouvé par les enquêteurs sur les objets abandonnés dans le fossé appartenait bien à ce dernier. Il convient de souligner qu'un autre jeune homme a été interpellé le même jour, dans le cadre d'une opération de lutte contre les substances illicites. Lors de la fouille de ses effets personnels, les forces de l'ordre ont découvert un téléphone portable appartenant à Gwyn. Après vérification des numéros de série, les enquêteurs ont confirmé qu'il s'agissait bien de l'appareil dérobé lors de l'agression. L'enquête a ensuite révélé que Janice, ne sachant comment se débarrasser de l'objet, avait demandé à Aldo de le revendre à l'une de ses connaissances. En raison du système juridique local et des règles de protection des mineurs, la police n'a pas été en mesure de divulguer l'intégralité des aveux recueillis auprès de Janice et d'Aldo. C'est pourquoi la chronologie exacte des faits ayant conduit à la tragédie, ainsi que de nombreux autres éléments de contexte, demeurent à ce jour imprécis. Quant à l'identité du troisième participant présumé, le jeune homme de 21 ans mentionné par Janice, la police n'a pas réussi à l'identifier. Selon les enquêteurs, il s'agirait d'un individu fictif, invoqué dans le but d'atténuer partiellement la responsabilité des deux auteurs présumés. Environ une semaine après les faits, Lovella a accordé sa première interview aux médias. Elle s'est tout d'abord déclarée profondément choquée par l'implication de Janice dans l'affaire. Dans le même temps, Madame Lovella a évoqué certains signes précurseurs qui, avec le recul, auraient peut-être dû éveiller ses soupçons. Elle a expliqué avoir rencontré Janice pour la première fois en 2020 alors que cette dernière travaillait comme femme de ménage chez l'une de ses amies proches. Lovella et Gwyn rendaient fréquemment visite à cette femme, et une amitié s'est rapidement nouée entre les deux jeunes filles. Avec le temps, Janice a commencé à solliciter l'aide de Gwyn pour ses études, et cette dernière, réputée pour sa gentillesse, a immédiatement accepté de l'accompagner. Janice lui a alors confié les difficultés de son enfance, une vie marquée par la pauvreté, le décès de ses parents, puis son placement dans un orphelinat. Elle lui a également révélé qu'elle perdrait l'aide du gouvernement à sa majorité. Touchée par cette situation, Gwyn en a parlé à ses parents et leur a suggéré d'adopter Janice. Bien que le couple ait d'abord manifesté une certaine hésitation, Gwyn a finalement réussi à les convaincre. Selon la famille Magwad, l'accueil de Janice au mois de juillet 2021 s'est déroulé sans difficulté. Dans un premier temps, elle semblait bien s'adapter à son nouvel environnement et paraissait à l'aise au sein du foyer. Cependant, avec le temps, certains incidents préoccupants ont commencé à se produire. Ainsi, en août de la même année, les parents de Madame Lovella ont dû être hospitalisés. Cruz s'est alors souvenu avoir mis de l'argent de côté pour faire face à une éventuelle urgence. Lorsqu'il a voulu récupérer cette somme, il a constaté qu'elle avait disparu. Informé de la situation, Janice a d'abord évoqué la possibilité d'un vol commis par un inconnu. Toutefois, dès le lendemain, Cruz a retrouvé une importante somme d'argent dissimulée dans son propre sac à dos.
Après une longue discussion, la jeune fille a finalement reconnu avoir pris l'argent. Malgré cet épisode, les Magwad ont choisi de lui pardonner, en tenant compte de son passé difficile. Avec le temps, son comportement s'est progressivement détérioré. La jeune fille, autrefois appliquée et volontaire, a commencé à se désintéresser de ses responsabilités domestiques. Lorsqu'on le lui rappelait, elle présentait ses excuses mais s'investissait rarement. Ce changement d'attitude inquiétait ses parents d'accueil, sans toutefois qu'ils y voient un signe véritablement alarmant. Le jour du drame, Janice a, pour la première fois, utilisé les mots « papa » et « maman » pour désigner Cruz et Lovella, une initiative inhabituelle. Ce détail pourrait révéler un état émotionnel particulier juste avant le passage à l'acte. L'enquête a également établi que Janice avait menti sur ses origines. Les récits qu'elle avait livrés au sujet de son enfance dans un orphelinat se sont avérés faux. Les parents biologiques de Janice étaient non seulement toujours en vie, mais ils avaient également passé de nombreuses années à tenter de la retrouver. Lorsque l'affaire a été largement relayée par les médias et commentée sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont entrepris des recherches sur le passé de la jeune fille dans l'espoir de retrouver sa famille. Grâce à ces efforts, une ancienne alerte pour disparition d'enfants a été retrouvée, dévoilant un pan méconnu de son histoire. Cette annonce signalait qu'une fillette âgée de 7 ou 8 ans avait été découverte à bord d'un bateau le 22 septembre 2013 dans la province de Cotabato, au centre de l'île de Mindanao, aux Philippines. L'enfant disait s'appeler Janice et affirmait ne se souvenir ni de son identité, ni des circonstances dans lesquelles elle s'était retrouvée sur le bateau. Pensant qu'elle avait été perdue ou abandonnée par ses parents, les autorités locales, avec l'aide de citoyens préoccupés, avaient alors diffusé un avis de recherche. Il a été révélé par la suite que Janice était née en 2005 et qu'elle était le 3e enfant de sa fratrie. Ses premières années ont été marquées par des bouleversements familiaux et, à un certain moment, l'addiction de son père aux jeux d'argent a provoqué l'éclatement du foyer. Après le remariage de sa mère et la naissance d'un nouvel enfant, Janice a été placée dans un orphelinat. En 2020, alors qu'elle n'avait pas encore été adoptée, la jeune fille était néanmoins parvenue à retrouver sa mère biologique ainsi que plusieurs autres membres de sa famille. Toutefois, ces retrouvailles ont été de courte durée. Sa mère a néanmoins assisté aux funérailles de Gwyn et de Louis. À cette occasion, Cruz et Lovella lui ont demandé de se rendre au département des services sociaux afin de rendre visite à Janice et de tenter de la convaincre d'avouer son implication dans les faits. Bien qu'elle ait accepté cette requête, Janice a refusé de la recevoir. Entre-temps, de nouveaux éléments sont venus renforcer la thèse d'un crime prémédité. Il s'agit de captures d'écran de conversation entre Janice et un jeune homme dont l'identité reste inconnue. Dans ces échanges, Janice admettait avoir envisagé dès le début de se débarrasser de ses frères et sœurs adoptifs. Elle pensait que cet acte lui permettrait enfin d'accéder à l'amour et à la liberté auxquelles elle aspirait. Elle demandait également si quelqu'un pourrait l'accepter si elle allait jusqu'au bout de son projet, ajoutant qu'elle croyait que Dieu lui pardonnerait. Après la diffusion de ces messages sur Internet, certains internautes ont suggéré que Janice aurait pu être influencée par le film Orphan, également connu sous le titre Child of Darkness. Ce long métrage met en scène une famille qui adopte une fillette après avoir perdu un enfant, laquelle développe peu à peu un comportement inquiétant et violent. Même après l'ouverture du procès, Janice n'a manifesté aucun signe de remords. Au contraire, elle a été vue à plusieurs reprises en train de sourire et de rire, malgré la gravité des faits. Dans l'une de leurs interviews, Cruz et Lovella ont déclaré qu'ils auraient été prêts à lui pardonner si elle avait exprimé ne serait-ce qu'un début de repentir. Son attitude détachée a rendu la procédure judiciaire d'autant plus douloureuse pour la famille. Quoi qu'il en soit, la justice a fini par être rendue. En mai 2022, Janice et Esmeraldo Canelo Jr. ont été reconnus coupables. Ils ont été condamnés respectivement à 31 ans et 29 ans de réclusion. Les deux condamnés purgent actuellement leur peine sous la supervision du département des services sociaux et non dans un établissement pénitentiaire ordinaire. Les parents de Gwyn et de Louis ont accueilli le jugement avec des sentiments partagés.
Bien qu'ils reconnaissent que le tribunal a prononcé la peine maximale prévue par la législation en vigueur, le couple considère que les dispositions actuelles demeurent trop clémentes au regard de la gravité des faits. Ce qui les a le plus bouleversés, c'est l'absence totale de remords manifestés par Janice. Par la suite, Cruz et Lovella ont commencé à plaider ouvertement en faveur d'une réforme de la loi encadrant la responsabilité pénale des mineurs. Selon la législation en vigueur à l'époque, l'âge minimum de la responsabilité pénale aux Philippines était fixé à 15 ans. Les jeunes âgés de 15 à 18 ans pouvaient être poursuivis, mais étaient placés dans des établissements de rééducation spécialisés et non dans des prisons pour adultes. Cette loi visait à protéger les mineurs, leur permettant d'échapper à des peines lourdes, même en cas d'acte d'une extrême gravité. Pour le couple Maguad, ces textes devraient être révisés afin de garantir que les mineurs auteurs de crimes graves soient pleinement tenus responsables de leurs actes. Une maison située dans la ville d'Asunción, au Paraguay, a attiré l'attention de tous en 2018. De cette maison, des cris et des appels à l'aide étaient entendus. Un massacre a eu lieu à l'intérieur. Toute la famille a été tuée. Un jeune homme de 19 ans a été reconnu coupable. Dalma Rojas Rodas est née en 1992 au Paraguay. Elle était la fille unique d'Alba Garcia Rodas et de Julio Rojas. La famille vivait dans la ville de Fernando de la Mora, située dans le centre du Paraguay. Sa mère était propriétaire d'une station de lavage de voitures. À un moment donné, la situation financière de la famille était très bonne. Elle a pu envoyer Dalma dans une école publique et possédait des biens immobiliers ainsi que des voitures. Cependant, Julio a commencé à perdre de l'argent. Il est devenu dépendant et a perdu une grande partie de sa fortune, au point que la famille a tout perdu et a fait faillite. Ils ont dû quitter leur logement qui leur permettait initialement de se loger, car ils n'avaient pas payé le loyer depuis plusieurs mois. Le couple prétendait avoir apporté des améliorations au bâtiment pendant la période de location et pensait donc avoir le droit d'y rester sans payer le loyer pendant plusieurs mois, mais il a été prié de déménager. Lorsque Alba et Julio ont emménagé, ils ont commencé à se livrer à des activités criminelles. Ils ont acheté des camions de manière illégale à l'aide de faux documents, puis les ont revendus. Julio est même allé jusqu'à s'emparer d'un terrain appartenant à sa famille, bien qu'il n'en fût pas le propriétaire initial. Une maison a été construite sur ce terrain, et la famille y a vécu pendant de nombreuses années. Au fil du temps, les délits se sont multipliés, allant du vol à la vente de substances illicites. Ils ont toutefois toujours réussi à éviter la prison grâce à la corruption jusqu'au jour où ils ont omis de payer un pot de vin, ce qui a gravement compromis leur affaire. Risquant une longue peine de prison, ils ont décidé de se plaindre auprès du procureur chargé de l'affaire. Selon le couple, les droits des personnes lors de la perquisition de leur domicile n'avaient pas été respectés et la perquisition ne s'était pas déroulée conformément à la loi. Le procureur a été dessaisi de l'affaire et ne pouvait donc plus la poursuivre. Le procureur suivant a manifestement été corrompu et l'affaire n'a donc jamais abouti. Lorsque Dalma a grandi, ses parents ont commencé à l'utiliser comme appât pour attirer des victimes potentielles. Cependant, de nombreuses personnes ont affirmé qu'elle n'aimait pas le mode de vie de ses parents et qu'elle a commencé à s'éloigner de cette activité, bien qu'elle ait continué à vivre avec eux sans chercher à déménager. Elle a alors commencé à travailler comme danseuse érotique sous le pseudonyme de Cordoba Girl. Elle a même été présentée comme une Argentine. Dalma a expliqué que c'était parce qu'elle avait vécu quelques mois à Cordoue, en Argentine, avec ses parents, qu'elle s'appelait ainsi car elle avait adoré cette ville. Après quelques mois, elle a commencé à travailler comme danseuse dans des vidéos musicales. C'est à ce moment-là qu'elle a rencontré le chanteur et producteur Ever Barrios. Ils ont rapidement développé une relation très proche. Cependant, les parents de Dalma n'appréciaient pas ce jeune homme. Ils voulaient qu'il travaille avec eux, qu'il ouvre des comptes à leur nom et qu'il escroque des gens pour leur prendre leurs biens. Le couple avait l'intention de passer du vol de véhicules au vol d'objets de valeur. Après tout, Julio avait déjà réussi à s'emparer de la propriété où il vivait, pensant pouvoir réitérer cela à une échelle plus grande. Ever a toujours refusé et a dit à Dalma qu'il devait quitter la maison de ses parents. Alors que tous ces problèmes surgissaient, Dalma a découvert qu'elle était enceinte. 9 mois plus tard, elle a donné naissance à son premier enfant, Christian Santino. Alors qu'il était encore très jeune, le couple a décidé de s'installer au Brésil, car Ever était originaire de ce pays et avait la nationalité brésilienne.
Les parents de Dalma l'ont appris et ont porté plainte contre eux. Ils ont été arrêtés. Heather a été emprisonnée pendant 9 mois, tandis que Dalma a été libérée parce qu'elle était de nouveau enceinte. À sa sortie de prison, Heather a coupé tout contact avec eux. Il ne communique avec Dalma que de manière occasionnelle pour prendre des nouvelles des enfants et savoir s'ils ont besoin de quelque chose, mais en général, il préfère ne plus avoir de relation avec cette famille. Lorsque les enfants ont grandi, Dalma s'est à nouveau éloigné des activités de ses parents. Ceux-ci ont continué à agir de la même manière, s'emparer de biens, vendre des substances illicites et même commettre des vols. Plus tard, la famille a quitté son domicile pour s'installer à Asunción, au Paraguay, où elle a loué une vieille maison. Dalma a commencé à pratiquer les arts martiaux, le kickboxing et la boxe. Elle est devenue une athlète semi-professionnelle et a remporté de nombreuses compétitions. Tous ceux qui l'ont vue à l'œuvre ont dit qu'elle était très douée. La jeune femme continue à vivre avec ses parents qui l'aident à élever ses enfants. C'est dans le milieu de la boxe qu'elle rencontre Bruno Marable, âgé de 18 ans. Ils se sont rencontrés lors d'une compétition de boxe et ont convenu qu'il l'entraînerait, car il avait plus d'expérience dans ce domaine. C'est ainsi qu'ils ont entamé une relation amoureuse. Bruno passait souvent la nuit chez les parents de Dalma, chez qui elle vivait pendant plusieurs mois. On peut en conclure que leur relation était sérieuse. C'est important, car Bruno niera plus tard ces faits. En janvier 2018, Bruno et Dalma se sont mariés dans la ville d'Ita, au centre du Paraguay, la ville d'origine de Bruno. Ils semblaient être un couple normal et heureux et possédaient un chien de race pitbull que Dalma avait obtenu dans un chenil. Tout semblait aller pour le mieux. Dalma, pour autant qu'on sache, n'était pas impliquée dans les escroqueries de ses parents. Elle semblait avoir commencé à mener sa propre vie. Le 8 octobre 2018, des voisins des parents de Dalma ont appelé la police en raison d'une très forte odeur nauséabonde provenant de leur maison et de la présence de nombreuses mouches autour de la porte. La situation était pour le moins étrange. De plus, la famille n'avait pas été vue depuis plusieurs jours. Lorsque la police est arrivée, personne ne lui a ouvert la porte. Celle-ci a été enfoncée à coups de pied. L'intérieur de la maison était en désordre et plusieurs traces de sang avaient été retrouvées sur les murs, mais l'odeur, bien sûr, était ce qui frappait le plus. La police a constaté que l'odeur était la plus forte près de l'entrée principale. C'est également là que les mouches étaient les plus nombreuses. Il incombe à la police de déterminer l'origine exacte de cette odeur. Une partie du sol semblait plus récente que le reste, comme si elle venait d'être posée. En réalité, il s'agissait d'un morceau de sol en ciment cassé pour être posé. Sous ce ciment, ils ont retrouvé un corps. Aucune identification n'a pu être effectuée à ce stade, mais il s'agissait manifestement d'un homme adulte. Le corps était déjà en état de décomposition avancée. La maison a été fouillée pendant plusieurs heures, car même après l'enlèvement du cadavre, une odeur nauséabonde persistait. Un autre fragment de sol plus récent a été retrouvé dans l'une des toilettes, désormais inutilisée. Il était cassé et, sous lui, on a découvert 4 autres corps, 2 femmes et 2 enfants. Les corps avaient été arrosés de chaux, ce qui avait accéléré leur décomposition. Des vêtements et du papier étaient également disposés sur les cadavres. Lorsqu'on a demandé aux voisins qui vivaient dans la maison, ils ont commencé à décrire Dalma. C'est elle qui a été la première identifiée, en raison de la couleur de ses cheveux. À l'époque, elle avait les cheveux bleus. Après les tests d'identification, les 5 personnes décédées ont été identifiées. Il s'agissait de Dalma, de ses parents, Alba et Julio, ainsi que de ses jeunes enfants, Christian Santino et Solopio. La seule personne qui vivait dans la maison et qui ne figurait pas parmi les morts était Bruno Marable. C'est à ce moment-là que la police a commencé à le rechercher comme principal suspect. Pendant que la police le recherchait, les experts médico-légaux poursuivirent leurs analyses. Aucune date de décès n'avait pu être déterminée pour l'instant. Comme mentionné précédemment, les derniers corps retrouvés étaient recouverts de chaux, ce qui a rendu leur travail très difficile. Il est également impossible de déterminer la cause du décès, mais nous savons qu'Alba a été tué à l'aide d'un marteau et que Julio a été tué avec un couteau de 7 cm. La cause de la mort de Dalma et de ses enfants reste inconnue, mais ils présentèrent des blessures par arme blanche et des signes de strangulation. Il s'agit d'un crime particulièrement brutal. Il devait y avoir quelqu'un qui connaissait ces personnes et qui avait un mobile pour agir de la sorte. Ce n'était pas l'action d'un cambrioleur surpris par la famille et qui aurait commencé à fuir. Il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus personnel.
Bruno Marable a été arrêté le jour même de la découverte des corps. Sa détention n'a pas été facile. Les forces de l'ordre ont dû le poursuivre. Bruno voyageait dans un taxi qui ne s'arrêtait pas, si bien que la police a dû ouvrir le feu sur le véhicule. Finalement, la voiture s'est arrêtée. Bruno et le chauffeur ont été interpellés. Alba Armoa, 18 ans, qui affirme entretenir une relation avec Bruno, a également été arrêté, ainsi que le frère et la sœur d'Alba, ainsi que Marcelo Souza, 23 ans. Tous travaillaient avec Bruno dans un restaurant rapide. D'après ce que l'on sait, Bruno et Alba ont entamé une relation alors qu'il était déjà marié à Dalma. Alba a affirmé qu'il ne lui avait jamais parlé de son épouse. Il a également déclaré que la maison où il vivait lui appartenait et qu'il y vivait seul. Tous ont été interrogés après l'incident. Selon les rapports de police, Bruno a immédiatement reconnu être l'auteur du meurtre de toute la famille. Cette déclaration n'a pas été enregistrée par les caméras, mais une interview de Bruno a été réalisée le jour de son arrestation dans l'ascenseur. Il y a affirmé avoir eu de nombreux problèmes avec la famille de Dalma, en particulier avec son père. Il lui avait menacé de lui retirer la maison si son père ne reprenait pas leur fille. Il voulait qu'il travaille pour eux, qu'il ouvre des comptes à leur nom et qu'il contracte des emprunts pour qu'ils puissent continuer à se livrer à des activités illégales et être plus difficiles à détecter. Bruno a déclaré qu'il avait voulu quitter cette maison à plusieurs reprises, mais que Dalma l'avait menacé et qu'il n'était donc pas parti de peur qu'il ne tue son père. Il a même proposé de leur donner sa moto pour qu'ils le laissent partir, mais ils ont refusé. Le lendemain, Bruno, déjà plus calme, a fait une nouvelle déposition dans laquelle il nie toute implication. Il affirme que la police l'a torturé pour lui faire admettre sa culpabilité, mais qu'il n'est pour rien dans cette affaire. Il a aussi dit plusieurs choses contradictoires. Tout d'abord, il a affirmé que Dalma et lui n'avaient jamais rien eu de sérieux et que leur mariage n'était que le résultat de la pression exercée par ses parents qui voulaient lui retirer ses enfants. S'ils avaient été mariés, cela aurait été impossible. Il ne savait pas grand-chose au sujet de leur relation et avait accepté de se marier. Cette affirmation contredit les faits, car beaucoup de gens pensaient qu'ils formaient un vrai couple, et Dalma vivait même dans la maison des parents de Bruno. Par conséquent, l'hypothèse d'une relation non sérieuse entre eux ne correspond pas à la réalité. Nous nous sommes rencontrés lors d'une des compétitions, elle a commencé à me parler, nous avons correspondu sur les réseaux sociaux et c'est ainsi que cela s'est passé. Un jour, elle m'a invité chez elle. Je lui enseignais la boxe. Elle m'a dit qu'elle ne voulait plus s'entraîner avec son entraîneur, alors j'ai commencé à l'entraîner. Tout allait bien, mais tout a changé. Quand votre relation a-t-elle commencé ? Nous n'étions pas en couple. Mais vous étiez mariés, n'est-ce pas ? Oui, mais nous nous sommes mariés uniquement parce qu'elle disait que ses parents pouvaient lui retirer la garde de ses enfants. Elle m'a dit que, selon la loi, ils ne pouvaient pas le faire si elle se mariait. J'ai accepté. Elle a dit que l'on divorcerait une fois que ce serait fini. Selon les médias, le meurtre pourrait avoir eu lieu entre le 28 et le 29 septembre. C'est la dernière fois que le couple a été vu, mais Bruno a déclaré que, le 28 septembre, lors du massacre, il n'avait pas vu Dalma depuis 3 semaines. On pourrait donc supposer qu'ils se sont vus pour la dernière fois le 6 ou le 7 septembre, mais cette hypothèse s'est avérée fausse. Une photo a été postée sur Facebook le 23 septembre. Elle a été prise lors d'une compétition de boxe féminine qui s'est tenue le 22 septembre. Sur cette photo, Bruno et Dalma posent ensemble, et de nombreuses personnes les ont vus au gymnase où ils s'entraînaient le 28 septembre. C'est ce jour-là que Dalma a été vu pour la dernière fois. Il est clair que Bruno a menti. Bruno a également déclaré qu'il vivait chez Dalma depuis le 25 septembre. Il savait que la famille serait absente, car elle devait se rendre au Paraguay pour témoigner. Les Olinis étaient donc absents pour quelques semaines. Bruno savait que la maison resterait inoccupée pendant un long moment. Ce qui est étrange, c'est que l'homme a vécu dans la maison jusqu'au matin de la découverte des corps, sans remarquer l'odeur ni les mouches. C'est encore plus étrange quand on réalise que même les voisins l'ont remarqué et pourtant il se trouvait à l'intérieur de la maison. Selon la police, il était impossible d'ignorer l'odeur et les mouches. C'est donc un autre élément sur lequel Bruno a menti. Bruno affirme avoir acheté le sac à Roselia pour la remercier d'avoir rencontré Alba, qui était sa petite amie à l'époque. Cependant, des photos publiées sur les réseaux sociaux montrent que ce n'est pas lui qui a acheté le sac. Il appartenait à la mère de Dalma. Il a également offert des chaussures et même un téléphone portable aux filles et à Marcelo. Ce téléphone appartenait à Dalma.
Cela a conduit à une nouvelle hypothèse. Bruno aurait pu commettre le meurtre pour une question d'argent. Bruno a affirmé qu'il n'avait pas vu le père de Dalma depuis longtemps. Il l'avait vu bien plus longtemps qu'il n'avait vu Dalma lui-même, mais de nombreux témoins, des visiteurs du fast-food, confirment que le père de Dalma cherchait Bruno depuis quelques semaines. Ils ont discuté, et cette conversation a été filmée. De plus en plus de mensonges ont été révélés. À ce moment-là, Alba, la petite amie de Bruno, a décidé de vivre avec lui dans la maison, mais la défense de la jeune fille affirme qu'elle a été forcée. Bruno lui aurait demandé de coucher avec lui parce qu'il avait peur. La jeune fille a déclaré que Bruno se moquait souvent des morts, ce qui l'a amené à penser qu'il se passait quelque chose d'étrange dans la maison. Après avoir recueilli toutes les dépositions, la police s'est attachée à établir une chronologie des événements survenus entre le 25 septembre et le 8 octobre. Il était essentiel de déterminer la dernière fois que la famille avait été vue. Comme nous l'avons déjà mentionné, les corps n'ont pas été très utiles, car il n'a pas été possible de déterminer la date du décès. En revanche, de nombreuses déclarations utiles ont été faites, et des enregistrements des caméras ont été obtenus. Le témoignage des deux jeunes filles détenues, Rossella et Alba, a été pris en compte. Elles ont raconté ce qui s'était passé durant les jours où elles se trouvaient dans la maison. La dernière fois que les enfants de Dalma ont été vus à l'école, c'était le 28 septembre. C'est également la dernière fois que l'on a eu des nouvelles de Dalma. Elle s'est rendue à la salle de boxe avec Bruno. Un autre entraîneur les a aperçus et a parlé aux deux hommes. Selon lui, Dalma devait venir s'entraîner seule le lendemain. Il lui a envoyé des SMS et lui a téléphoné mais n'a pas obtenu de réponse. Le 29 septembre, elle n'était plus joignable. Penchons-nous sur le 28 septembre. Ce jour-là, Bruno travaille de nuit au restaurant. Il devait terminer à minuit, mais n'a terminé qu'à 2 heures du matin. Il a déclaré qu'il était à une fête ce soir-là et qu'il n'était pas retourné chez Dalma, mais la géolocalisation du téléphone de sa petite amie a montré qu'il s'y était bien rendu ce soir-là. La police pense qu'il a ensuite tué les 4 premières victimes. La première était Dalma, suivie de sa mère, puis Bruno a tué les 2 enfants. Julio n'était pas chez lui au moment des faits. Après les meurtres, l'homme a mis les corps sur un chariot et a creusé un trou pour les enterrer. Le lendemain, il aurait acheté des matériaux de construction et les aurait ramenés chez lui. La police suppose qu'il a ensuite utilisé de la chaux et rempli la tombe de ciment. Tard dans la nuit du 29 septembre, Bruno a passé plusieurs coups de téléphone, probablement pour se constituer un alibi. Il a également rencontré des amis après le meurtre, probablement dans le même but. Il les a invités chez lui et leur a même proposé de loger chez lui. Un autre détail incite la police à soupçonner Bruno. Il leur a proposé de vivre ensemble le 29 septembre, mais leur a demandé d'emménager le 6 octobre car il avait des affaires à régler à la maison. La police pense qu'il comptait enterrer les corps. D'après le témoignage des 2 jeunes filles, nous savons qu'il a invité des amis à la maison, en particulier ceux qui ont été arrêtés par la suite. Selon le témoignage d'Alba, Bruno était en contact avec Julio. L'une des caméras a enregistré Julio en train d'acheter quelque chose dans un magasin le 2 octobre à 10 h. C'est la dernière fois que l'homme a été vu. Il a acheté une carte pour recharger son téléphone. Selon Alba, elle a parlé à Julio ce jour-là et il lui a demandé de vérifier son téléphone, car il ne pouvait pas contacter sa famille et pensait que c'était parce que le téléphone n'avait pas de réseau. Alba a déclaré que lorsque Bruno et elle sont allés à la maison et ont vu Julio, ce dernier a provoqué un véritable choc chez Bruno. Il ne lui a pas dit que quelqu'un d'autre vivait dans la maison. Elle ignorait même que Bruno était marié et que sa femme avait des enfants. Selon Alba, lorsque Julio a demandé à Bruno des nouvelles de sa famille, ce dernier a répondu qu'ils avaient décidé de partir en Argentine. Julio a trouvé cela pour le moins étrange. Alba a vérifié le téléphone de Julio et il allait bien. Elle est ensuite partie chez un ami. Le lendemain, les filles sont retournées à la maison, ont déjeuné et ont remarqué des taches de sang sur le tapis du salon. Bruno leur a expliqué que c'était parce que sa chienne venait de mettre bas. Il leur a demandé de l'aider à nettoyer les traces de sang. Selon leurs amis, cela ne leur a pas semblé suspect à l'époque. Sur la base de ces témoignages, la police a conclu que Bruno avait tué Julio le 2 octobre. Le petit ami pensait que Julio ne rentrerait pas de sitôt et ne s'attendait pas à ce qu'il se présente. Lorsque Julio est arrivé à la maison et a commencé à poser des questions sur la famille, Bruno est devenu très nerveux. Le corps de Julio n'était pas recouvert de chaux et n'a pas été enterré aussi profondément que les 4 premiers corps, car il a été enterré très près de la rue. Les voisins pouvaient entendre des bruits et se demandèrent ce qu'il faisait.
La tombe de Giulio était donc moins élaborée et dégageait une odeur. Le 6 octobre, après que Bruno et les filles aient fait le ménage, des amis de Bruno sont venus à la maison. Bruno avait demandé à Alba si elle sentait quelque chose d'étrange, mais elle avait répondu par la négative. Les amis ne sont pas restés longtemps dans la maison, car l'une des filles était jalouse de son petit ami et s'était disputée avec une autre fille. Il a alors été décidé que tout le monde préférait rentrer chez soi. 2 jours plus tard, les corps ont été retrouvés. Les informations suivantes ont permis à la police de soupçonner les 3 autres détenus. Premièrement, ils se trouvaient dans la maison le 6 octobre et le matin où les corps ont été découverts. Tous les 3 ont déclaré ne rien avoir remarqué d'étrange, ni d'odeur, ni d'insectes. C'est très étrange. Un autre détail incite la police à croire que Giulio était la dernière victime. Une note écrite sur une serviette de table a été trouvée dans la maison. Elle disait « Aidez les enfants » et portait les initiales de Dalma. Après avoir recueilli toutes les déclarations et les preuves, les suspects ont été inculpés. Le chauffeur de taxi a été libéré. Il a été établi qu'il n'avait rien à voir avec le crime et qu'il n'avait fait qu'obéir aux ordres de Bruno, qui lui avait intimé de ne pas s'arrêter alors qu'il était poursuivi par la police. En revanche, les 4 autres hommes sont restés en garde à vue. Ils ont été inculpés. Bruno a, quant à lui, été inculpé pour meurtre avec préméditation. Les autres ont été inculpés pour complicité de meurtre. Ils ont été placés en maison d'arrêt. La police avait une théorie selon laquelle Bruno ne pouvait pas avoir agi seul. Dalma était jeune et forte. Elle pratiquait la boxe et était capable de se défendre. Giulio était un homme de grande taille qui pouvait se battre contre Bruno, même s'il ne semblait pas très musclé. Bien sûr, tout est relatif. Un homme qui n'a pas de gros muscles peut aussi se battre et même vaincre un homme beaucoup plus grand. Mais à ce moment-là, la police était claire sur ce point et voulait trouver suffisamment de preuves pour que les cas des prisonniers soient jugés. La défense de Bruno a fait valoir qu'il n'avait commis aucun crime. Il pensait que la famille était absente et que Giulio était le tueur, et que Giulio avait été tué par un homme à qui il était redevable. La défense a également affirmé que toute la famille aurait pu être tuée à cause des dettes. Ils avaient beaucoup d'ennemis, ils trompaient et volaient beaucoup de gens. Quelqu'un a décidé de leur régler leurs comptes. C'est alors que toute la famille a été tuée. Le bureau du procureur a estimé que ce n'était pas possible, car Bruno Marabel aurait été tué, puisqu'il a été prouvé qu'il vivait également dans la maison. La défense a répondu que Bruno n'avait rien à voir avec la famille, et que la famille a été tuée lorsque Bruno n'était pas à la maison. L'affaire a largement été médiatisée. La maison est surnommée la maison de l'horreur. Certains affirment même avoir entendu des cris en son sein. Bruno Marable est également devenu une célébrité virale. Un groupe de ses fans a même été créé sur Facebook. Comptant plus de 10 000 adeptes, pour la plupart des femmes, ce groupe affirme que Bruno est très séduisant et que ses fans l'admirent. Une visite de la prison où il était détenu a été organisée. Lors de cette visite, des femmes ont eu des relations sexuelles avec lui pendant les heures de visite. Il a même été rapporté qu'une des visiteuses était tombée enceinte. Les médias s'en sont fait l'écho et tout le monde parle de cette affaire. Il est devenu une sorte de star. Quelques mois plus tard, les charges de complicité de meurtre retenues contre Marcelo Souza ont été abandonnées. Quelques semaines plus tard, les charges retenues contre les filles ont été abandonnées, mais elles sont restées en prison tandis que Marcelo était libre. Elles ont été inculpées pour d'autres délits que le bureau du procureur considérait comme tout aussi importants. Mais au bout d'une semaine seulement, leurs avocats ont réussi à obtenir leur libération. Elles ont été accusées de recel et d'autres délits, mais ceci n'était pas suffisamment grave pour justifier leur maintien en détention. De nombreuses preuves ont été testées, de nombreuses théories ont été rejetées et, après un an d'enquête, il a été conclu que Bruno Marable avait agi seul et que le meurtre avait été commis par étapes. Une nouvelle chronologie des faits a été établie. Le 28 septembre 2018, Bruno et Dalma se rendent à la salle de sport. Les enfants de la jeune fille étaient à l'école. La journée se déroule comme d'habitude. Bruno est parti travailler de nuit et le 29 au petit matin, il est rentré chez lui et a tué Dalma pour une raison inconnue. Il pourrait s'agir d'un motif de jalousie, car Bruno prétendait que Dalma le trompait. Il pourrait également s'agir d'un motif financier. Bruno aurait pu continuer à vivre dans la maison et prendre possession de la propriété. Il est aussi possible que Bruno se soit senti menacé par la famille et qu'il ait décidé de la tuer pour l'empêcher de s'emparer de la maison de son père.
Quoi qu'il en soit, il a tenté de l'étrangler et l'a également attaqué avec une arme blanche. La mère de Dalma a entendu des bruits et est allée voir ce qu'il se passait. Bruno l'a alors attaqué. Il a ensuite tué les 2 enfants. C'était bien sûr très facile quand un enfant était encore en vie et souffrait. Bruno a passé plusieurs appels téléphoniques et envoyé des messages vocaux. Dans l'un d'entre eux, on entend la voix d'un enfant en arrière-plan. Après cela, Bruno a retrouvé ses amis. Le lendemain matin, il a enterré les corps et a repris le cours normal de sa vie. Julio n'était pas rentré depuis longtemps, ce qui a incité Bruno à penser qu'il ne reviendrait pas avant un moment. Mais à sa grande surprise, le 2 octobre, Julio est arrivé à la maison alors que Bruno était avec Alba. Bruno craignait que Julio ne le dénonce à la police et a donc décidé de le tuer sur le champ. Comme indiqué précédemment, il ne l'a pas enterré suffisamment profondément, car il craignait que les voisins l'entendent. Il a donc improvisé une tombe très peu profonde pour Julio, ce qui a éveillé les soupçons des voisins. Il a ensuite continué à vivre comme si de rien n'était jusqu'à ce que les corps soient retrouvés. On ne sait toujours pas pourquoi les filles qui se trouvaient dans la maison avec Bruno n'ont pas senti ou vu les mouches. On pense qu'elles ont dissimulé le meurtre jusqu'à un certain point. En janvier 2020, le père de Bruno a fait une déclaration aux médias. Il a affirmé que son fils n'avait tué ni Dalma, ni Alba, ni les enfants, mais seulement Julio Rojas, car Bruno avait découvert que ce dernier avait tué toute la famille et voulait le tuer à son tour. Il l'a tué à 4h30. Mon fils est entré dans la maison et cet homme est arrivé avec un couteau. Bruno m'a dit qu'il voulait le tuer. Oui, mon fils a dû se défendre et il ne savait rien des autres victimes. Il l'a tué avec le même couteau, c'est vrai, mais il n'a pas tué les autres. Le procès débutera en septembre 2020. Au début, on montre le chariot et la pelle que Bruno a utilisé pour l'enterrement. Les données de géolocalisation du téléphone de Bruno la nuit du meurtre sont présentées. Un enregistrement audio dans lequel on entend la voix de l'enfant de Dalma a également été diffusé. La vidéo de l'examen médico-légal des corps a aussi été diffusée. Bruno a participé au procès par liaison vidéo et on peut voir qu'il n'a montré aucun signe de regret. Il a simplement détourné le regard dans les moments les plus difficiles, mais il n'a manifesté aucun sentiment à l'égard de Dalma ou de sa famille. Beaucoup pourraient interpréter cela comme signifiant qu'il était sous l'emprise de la passion, qu'il a provoqué le massacre et qu'il n'éprouve plus aucun sentiment. On s'attendait donc à ce que Bruno Marable ne témoigne pas devant le tribunal. Mais il a commencé à parler, contrairement aux prévisions. Il a répété les propos de son père tenus en janvier, affirmant qu'il n'avait tué que Julio, mais qu'il n'avait pas touché aux autres. Bruno a raconté qu'un jour, en rentrant chez lui, il avait trouvé Julio seul. Ce dernier lui avait dit que la famille était partie en Argentine. Bruno a trouvé cela étrange, mais il a fini par le croire. Quelques jours plus tard, une confrontation a eu lieu entre lui et Julio. Ce dernier a affirmé qu'il avait tué toute la famille. Ils se sont alors battus. L'homme était sur le point de blesser Bruno, mais ce dernier a commencé à se défendre et a tué Julio avec un couteau de 7 cm. Il a ensuite décidé d'enterrer le corps. La défense de Bruno a fait valoir que c'était logique. En effet, la tombe des 4 victimes était très différente de celle de Julio. Elle ne contenait pas de chaux et était beaucoup moins profonde. Le ministère public a estimé que cela était dû au fait que Bruno n'avait tout simplement plus de chaux et qu'il enterrait l'homme à la hâte, de peur que les voisins ne remarquent quelque chose. Je ne le nie pas, je l'ai tué avec son propre couteau. Si je ne l'avais pas fait, il m'aurait tué. Il m'a avoué qu'il avait tué les autres. Il m'a dit qu'il allait me faire la même chose parce que c'est à cause de moi, disait-il, qu'il avait perdu de l'argent. C'est pour cette raison que j'ai agi de la sorte. Les jours qui ont suivi le procès ont été consacrés à la délibération. Les enregistrements ont été revus et les témoignages étudiés. En novembre 2020, Bruno Marable a été reconnu coupable du meurtre de 5 personnes. Il a d'abord été condamné à 30 ans de prison pour meurtre, puis une peine supplémentaire de 10 ans a été ajoutée. Ces 10 ans supplémentaires étaient une mesure de sûreté. Le juge a reconnu que Bruno constituait un danger pour la société et que le délai supplémentaire visait à protéger les citoyens contre lui. Au total, cet homme devra passer 40 ans de sa vie derrière les barreaux. Le père de Bruno a déclaré que de nombreux droits de son fils avaient été violés, car il avait été transféré d'une prison à l'autre sans préavis. Mais selon la plupart des gens, ce qui arrive à Bruno n'est rien comparé à ce qu'il a fait. Le mobile du meurtre reste un mystère. Bien que de nombreuses théories circulent,
Il est impossible de savoir avec certitude pourquoi cet homme a commis ce meurtre. La mort de Giulio peut être justifiée car il aurait pu découvrir ce que Bruno avait fait à sa famille et en informer la police. En revanche, les raisons initiales du meurtre de Dalma n'ont pas été élucidées. Il pourrait s'agir d'un motif psychologique, d'une question d'argent ou d'autre chose. Ce que l'on sait, c'est que Bruno Marable a agi seul et qu'il a été condamné à 40 ans de prison. Tout le Paraguay a suivi cette affaire controversée et pleine de contradictions. Il s'agit d'une affaire particulièrement complexe. Au final, Bruno est derrière les barreaux. Il devra purger une longue peine. Comme nous l'avons dit, certaines personnes pensent qu'il est innocent. Il a en effet un groupe de 10 000 abonnés. Les gens postent des photos et lui écrivent des messages. Beaucoup pensent qu'il n'est responsable que du meurtre de Giulio. Au début, beaucoup pensaient que la famille avait été tuée à cause de dettes. Mais cette théorie a été invalidée par le fait que Bruno se trouvait dans la maison au moment des faits et qu'il a enregistré un message vocal. Il est surprenant que ses petites amies affirment ne pas avoir remarqué l'odeur dans la maison. Finalement, elles n'ont été inculpées d'aucune infraction et sont toujours en liberté. Les filles veulent tourner la page et oublier cette histoire. C'est ainsi que se termine l'une des affaires les plus célèbres et les plus importantes du Paraguay. De nombreuses questions ont été posées sur le mode de vie des parents de Dalma. Et beaucoup pensent que si Bruno n'avait pas été là, quelqu'un d'autre les aurait tués. Mais nous ne le saurons jamais. Et nous ne pouvons pas en discuter, car rien ne justifie le meurtre, n'est-ce pas ? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun nouvel épisode. À bientôt pour la prochaine vidéo. Nous avons tous des secrets que nous dissimulons aux autres et que nous ne pouvons pas révéler, même à nos amis les plus proches. La situation qui se déroule depuis près de 20 ans en Croatie correspond parfaitement à cette description. Jasmina Dominic est née en 1977 de Martin et Katarina Dominic. Elle avait une sœur, Smiljana, de 3 ans son aînée. Jasmina a étudié les sciences politiques et a intégré l'université en 1996 ou 1997. Elle a d'abord étudié à temps plein puis en soirée avant d'abandonner ses études en 1999. À cette époque, elle vivait dans un appartement à Zagreb. Il est possible qu'elle ait vécu avec quelqu'un à cette période, mais on ne sait pas qui c'était ni si elle entretenait une relation avec cette personne à ce moment-là. Les informations sont rares. Cela est probablement dû au fait que sa sœur et sa famille n'ont pas beaucoup de choses à dire à son sujet. Quant à la relation de Smiljana avec ses parents, elle a accusé son père Martin Dominic de violence et de tendances alcooliques. Mais il est difficile de savoir si l'on peut croire la jeune fille, car elle aurait pu avoir formulé ces accusations uniquement pour accuser l'homme devant le tribunal. Jasmina Dominic a été vue pour la dernière fois en 2000, alors qu'elle avait 23 ans. Son oncle, qui n'a jamais manqué une comparution devant le tribunal, a déclaré ce qui suit. Jasmina était quelqu'un de bien et d'honnête. Elle travaillait dur pour terminer ses études malgré la pauvreté et les difficultés. Il affirme l'avoir vue pour la dernière fois avec une veste en cuir en 2000. Elle l'a saluée alors qu'elle attendait le bus. Les parents de Jasmina affirment qu'ils l'ont vue pour la dernière fois la même année, puis qu'elle a disparu et qu'elle n'a été retrouvée que 19 ans plus tard. L'étrangeté de cette histoire tient au fait que la famille de la jeune fille n'a pas signalé sa disparition pendant 5 ans. Personne ne savait où elle se trouvait, mais personne n'a pris la peine de déclarer sa disparition. Selon son père, la jeune fille voulait voyager et s'installer à Paris avec son petit ami français. Elle cherchait également un emploi sur un navire. Le problème, c'est que Jasmina n'a jamais évoqué ses projets devant sa famille. En 2000, la communication entre elle et sa famille se faisait par l'intermédiaire de Smiljana, sa sœur. Elle racontait sa vie à ses parents, à ses voisins, à tous ceux qui le demandaient. Elle semblait connaître tous les détails et était, pour une raison quelconque, la seule personne avec laquelle la disparue communiquait. Si l'histoire n'a pas été évoquée pendant si longtemps, c'est peut-être parce que la famille a cru à la légende selon laquelle Jasmina était partie et avait entamé une nouvelle vie. Mais personne ne s'est douté de rien après toutes ces années. La seule explication possible pour que Jasmina n'ait eu de contact qu'avec sa sœur est qu'elle ne s'entendait pas avec ses parents. Toutes les autres explications semblent absurdes. L'étrangeté ne s'arrête pas là. En 2004 ou 2005, selon un voisin, Smiljana lui a emprunté une couverture parce que Jasmina allait rentrer à la maison avec son petit ami.
Lorsqu'il lui a demandé si Jasmina était à la maison, ce qu'elle a confirmé, Smiljana a expliqué que sa sœur était venue le samedi soir et qu'elle était repartie le dimanche matin. Un témoin a également entendu Smiljana dire que Jasmina vivait à Paris et ne communiquait qu'avec elle. Ce témoin a révélé un autre détail important. Il est notamment allé faire des courses en Hongrie avec Smiljana et son mari Ivan. J'ai vu Smiljana tenir les papiers d'identité de sa sœur, une pièce d'identité. Il lui a demandé ce qu'elle faisait de la carte de sa sœur et elle a répondu qu'elles étaient très semblables et qu'elle pouvait donc utiliser la carte de sa sœur. Mais il était étrange qu'elle n'utilise pas la sienne. Cependant, un peu plus tard, lorsque les détails ont été révélés, la police s'en aperçoit. Le téléphone de Jasmina a été retrouvé chez elle. Il a probablement été brièvement activé en 2001, un an après sa disparition, lorsque quelqu'un l'a mis en marche. En 2005, Katarina, la mère de Jasmina, a finalement déposé une déclaration de disparition de sa fille. Dans l'appartement de Jasmina, on a trouvé ses papiers périmés. Cela signifiait que la jeune fille ne pouvait pas voyager, car les documents étaient devenus invalides 3 ans après sa disparition. Elle ne pouvait donc franchir aucune frontière. C'est ainsi que la mère de Jasmina a compris que la situation était critique. Cependant, pendant 19 ans, rien n'était clair, aucune piste n'avait permis de retrouver la trace de la jeune fille. Depuis qu'elle a été portée disparue en 2005, la police s'est régulièrement rendue dans la maison où elle vivait pour vérifier si elle avait des nouvelles. Dans les contacts de son téléphone, aucun numéro ne ressortait comme suspect. Il n'y avait pas non plus de preuve qu'un crime ait été commis. La police n'a pas fait beaucoup d'efforts pour retrouver la trace de la jeune fille, ce qui lui a valu des critiques, surtout lorsque l'affaire a été rouverte. Il est clair que l'enquête a été menée de manière négligente. Mais soudain, une découverte terrible a été faite. Smiljana, la sœur de Jasmina, vivait dans la maison avec son mari et ses 3 filles. Un jour, ils ont décidé d'éteindre le congélateur qui se trouvait dans la pièce la plus éloignée car il consommait beaucoup d'électricité. Quelques heures après l'avoir éteint, une odeur abominable de pourriture s'est dégagée. L'une des filles de Smiljana, accompagnée de son petit ami David, a décidé de découvrir l'origine de cette odeur. Ils se sont approchés du congélateur qui contenait encore des blocs de glace. David a été le premier à remarquer que des jambes humaines dépassaient du congélateur. Dès qu'ils ont compris ce qui se passait, ils ont immédiatement alerté la police. Le corps sans vie d'une femme a été retrouvé au fond du congélateur. Elle portait un collant en nylon autour du cou. L'autopsie a révélé qu'elle avait été frappée à la tête avec un objet lourd. L'enquête a repris de plus belle dès que le corps de Jasmina a été retrouvé chez sa sœur. 4 jours après la découverte, Jasmina a été enterrée dans un cimetière local, aux côtés de son père Martin, décédé d'un cancer en 2013 sans jamais avoir su ce qui était arrivé à sa fille cadette. Elle a été inhumée dans un cercueil blanc, spécialement fabriqué pour elle, en raison de la position dans laquelle elle avait été retrouvée dans le congélateur. Les membres de la famille et les amis lui ont fait leurs adieux ce jour-là, sans connaître les circonstances de sa mort. Personne ne savait ce qui s'était passé, mais tous regardaient déjà sa sœur différemment. Smiljana, une femme mariée de 46 ans, a déclaré qu'elle aimait toujours sa sœur et qu'elle ne lui avait jamais fait de mal. Elle ne sait pas comment le corps a fini dans sa maison. Malgré ces affirmations, certains événements survenus au fil des ans laissent entendre que la jeune femme a tenté de dissimuler la mort de sa sœur. Ainsi, la police a remarqué que Smiljana utilisait le passeport de sa sœur. Elle a déclaré qu'elle le portait sur elle parce qu'elle se ressemblait, mais c'était probablement pour que, lors de l'enquête, il soit mentionné que Jasmina avait effectué des achats en Hongrie et avait donc franchi la frontière, ce qui laisserait entendre qu'elle était en vie. Cependant, les gardes-frontières n'ont enregistré aucune utilisation du document, de sorte qu'aucune information n'est apparue indiquant que Jasmina se trouvait en Hongrie, bien qu'il y ait eu une tentative de falsification. Smiljana a également adopté un comportement étrange. L'un des policiers a déclaré qu'elle aurait dû passer 2 fois le test du détecteur de mensonges, mais cela n'a pas été fait en raison de son état de santé. Elle a affirmé qu'elle était malade, mais que la police avait tiré les leçons des affaires précédentes. Il faut savoir que la femme avait déjà été reconnue coupable de parjure par le tribunal municipal en juin 2016 et avait été condamnée à 4 mois de prison. Pourquoi Smiljana a-t-elle été reconnue coupable de parjure? En avril 2014, elle avait menti à la police en affirmant qu'elle avait été attaquée par 3 Roms qui lui avaient repris son argent et ses bijoux. Mais il s'agissait d'un mensonge, car personne ne l'avait attaquée. Les raisons de son mensonge restent inconnues.
On a également appris que Smiljana n'avait pas terminé l'école secondaire, non pas à cause de mauvaises notes, mais en raison de son manque d'assiduité. Ses parents n'en ont jamais rien su, car la jeune fille prenait son petit déjeuner tous les jours, s'habillait et quittait la maison comme une adolescente normale, sauf qu'au lieu d'aller à l'école, elle faisait autre chose. La mère de Jasmina et le mari de Smiljana, Ivan, ont refusé de témoigner. Katarina, la fille aînée de Smiljana, s'est exprimée sur ce qui s'est passé. Elle, son petit ami et sa mère ont décidé de débrancher le congélateur et de le sortir de la maison, où ils ont trouvé le corps. La jeune fille a confirmé que tout le monde s'était déplacé et avait essayé de sortir le congélateur, mais qu'ils avaient décidé d'attendre qu'il fonde avant de poursuivre les opérations. Elle explique ainsi que la famille a rapidement compris ce qui se passait. Car dès que tous les objets ont été retirés du congélateur, le corps est devenu immédiatement visible. Il est donc étrange que Smiljana ait laissé faire et ait décidé d'éteindre le congélateur en même temps que les autres. Elle aurait pu accepter de l'éteindre et changer de sujet. Nous devons donc ajouter un élément important. Martin, le père des sœurs, a vécu dans la même maison où tout s'est passé jusqu'à sa mort en 2013. Il y a donc beaucoup d'interrogations. Le père est peut-être responsable de ce qui s'est passé. On dit de lui qu'il était alcoolique et qu'il maltraitait la famille. Il n'y a pas de preuves tangibles, surtout après une si longue période, mais tout ce que l'on sait, c'est que cet homme a vécu dans la maison jusqu'à sa mort. Il y est peut-être pour quelque chose. Peut-être que quelqu'un d'autre dans cette famille a commis ce crime sur la victime et qu'ils l'ont ensuite couvert ensemble. Pour que le procès de Smiljana puisse avoir lieu, elle a dû passer des examens médicaux. Le rapport psychiatrique a confirmé qu'elle présentait un trouble de la personnalité avec des traits désocialisés et narcissiques prédominants. Les personnes présentant ce type de personnalité sont plus enclines à l'agression et à la violence et croient que tous leurs caprices doivent être immédiatement satisfaits, quelles qu'en soient les conséquences. Les individus atteints de ce trouble réagissent souvent de manière agressive ou ne manifestent aucune émotion. Ils ne se sentent pas coupables et rationalisent leur comportement pour justifier leurs actes. Ainsi, compte tenu du diagnostic de la suspecte, il est tout à fait possible qu'elle soit coupable. À ce stade, nous ne disposons pas de preuves tangibles et ne pouvons pas l'affirmer avec certitude. Cependant, ces empreintes digitales ont été retrouvées sur un sac situé à proximité du corps de la victime et la femme a également expliqué que les deux sœurs portaient des collants retrouvés sur le corps de la victime. Il est donc possible que l'empreinte du collant se soit retrouvée sur le sac. Smiljana est connue pour avoir acheté ce sac. Bien sûr, ses empreintes y figuraient, donc ce n'était pas un indice. Cependant, le fait que le sac ait été retrouvé à l'intérieur du congélateur est suggestif. Finalement, après le procès, Smiljana a été reconnue coupable et condamnée à 15 ans de prison. Elle a été jugée coupable d'avoir tué sa sœur et d'avoir conservé le corps dans le congélateur. Elle a également été accusée de lui avoir porté des coups avec un objet lourd. Elle a toujours plaidé non coupable. Elle a été condamnée à la peine maximale possible à l'époque, soit 15 ans de prison. Merci beaucoup d'avoir regardé cette émission. N'hésitez pas à partager ce que vous en avez retenu dans les commentaires. J'ai hâte de découvrir vos impressions et de savoir ce que vous en pensez. Parlons-en ensemble. Merci encore d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine vidéo.